Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. L'enseignement supérieur fait son bonhomme de chemin dans sa transition digitale avec le lancement de 8 nouvelles plateformes numériques, ce qui devrait induire des réformes profondes dans le système d'orientation des nouveaux étudiants, établir le lien direct avec l'univers socio-économique avec des données précises et enregistrer des taux de réussite plus élevés. On va en détailler quelques-unes pour vous ce soir. On parlera également des coulisses en vue de la préparation des prochaines assises nationales du secteur. Un brainstorming national sera lancé à travers les centres universitaires avec le concours de tous les acteurs concernés. Enfin, l'inauguration prochaine de la Maison de l'intelligence artificielle à Alger devrait acter l'introduction de l'IA en Algérie. Un plan stratégique de la recherche et de l'innovation sur l'intelligence artificielle est en cours d'élaboration. Avec nous pour en parler, M. Harzallah Abdelkrim, chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je le disais, on va détailler quelques plateformes ce soir pour les téléspectateurs. On va commencer par celle qui semble en tout cas la plus importante, la CRAF ou le CRAF, plateforme nationale dédiée à l'adéquation formation-emploi. Enfin, ce vase communicant direct entre les compétences et les spécialités disponibles et aussi les plans de recrutement des entreprises. C'est enfin, c'est véritablement le lien entre l'université et l'univers socio-économique. Oui, absolument. C'est que l'adéquation formation-emploi, ça a été tout le temps un point d'achoppement le plus sérieux qui se pose au niveau de toutes les universités du monde et non pas uniquement pour les universités algériennes. En fait, c'est comment concevoir tout le temps des offres de formation qui soient tout le temps employables. Et ceci, c'est très difficile à réaliser dans la mesure où l'université, elle vit tout le temps une mutation de son système d'enseignement et aussi de ses métiers, ou plutôt des métiers qu'elle est en train pour lesquels elle est en train de préparer ses étudiants. Et nous avons de l'autre côté l'entreprise, dont l'objectif n'est pas tout à fait le même, puisque l'objectif pour l'entreprise, c'est quand même réaliser son plan de charge. Donc ce sont deux visions qui sont différentes, parallèles, qui font que l'adéquation formation-emploi, ça a été tout le temps très difficile pour les universités et pour les universitaires. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte cette plateforme en termes d'adéquation, justement? Justement, c'est une idée ingénieuse, justement, cette plateforme qui est le CRAF, ou carnet référentiel d'adéquation formation-emploi. Et l'idée, elle part du principe suivant, c'est que puisque l'entreprise ne vient pas à l'université, eh bien, il appartient à l'université d'aller vers l'entreprise. Comment ? Comment ? C'est que plutôt l'université, elle a à sa disposition le référentiel métier. Le référentiel métier qui est national, qui est géré justement par un organisme qui s'appelle l'ANAM, ou plutôt la nomenclature, la nomenclature algérienne de l'emploi et des métiers, des métiers et des emplois. Cette nomenclature, elle comprend tous les métiers avec tous les détails du métier. Quelles sont les compétences qui sont demandées, quelles sont les conditions particulières, du type tel métier nécessite des déplacements, les prérequis, bref, tous les détails nécessaires à la... Donc l'université va former dans ce sens. Oui, que l'université, elle a tout ça. Elle a tout ça à sa disposition. Oui. Donc elle va créer une plateforme et elle dit, puisque l'entreprise n'a pas construit justement cette plateforme, eh bien je vais la construire pour elle et en parallèle, je vais mettre mes offres de formation en confrontation avec ces métiers. En confrontation dans le bon sens, bien entendu. Oui. Et qui permettra à tous les acteurs de cette plateforme, qui sont l'étudiant, l'enseignant, l'université et l'entreprise, et la wilaya, et l'ANAM aussi, qui dépend du ministère du Travail, d'avoir une vue très précise à tout moment sur l'offre de formation et les compétences qui sont dispensées, qui sont assurées plutôt avec ces offres de formation,
Et voici les métiers qui sont en relation avec ces offres de formation et les compétences qui sont demandées. Et en même temps, il y a l'offre d'employabilité ou les offres d'emploi. Voilà, c'est ce qui va augmenter l'employabilité. Enfin, l'étudiant, quand il vient, il consulte la plateforme, il saura que pour le métier qu'il est en train de suivre, enfin pour la formation qu'il est en train de suivre, que telle entreprise, elle est en accord avec ce métier. Oui. Elle est en accord avec ce métier et qu'elle pourrait recruter par la suite. Donc ça oriente en fait les prochains diplômés directement une très bonne orientation. Vers les ce qui permet à l'entreprise d'avoir une vue très précise de ce que fait l'université et d'ajuster ses plans de recrutement et ses plans de formation continue. Et à l'université, bien entendu, lorsqu'elle fait une offre de formation, elle ne va pas le faire selon des considérations purement scientifiques, mais elle va le faire en plus des considérations scientifiques selon des considérations et des préoccupations du marché de l'emploi. Très bien. Alors, cette première plateforme, elle présente beaucoup de similitudes quand même avec la plateforme Alumni, à travers laquelle nous aurons aussi des statistiques de suivi, d'employabilité par spécialité. Elle aidera aussi l'université à réajuster ses formations et réduire le chômage. Alors, c'est quoi la différence ? Oui, la différence, c'est que les alumni, ce sont les anciens étudiants. Donc, c'est eux qui vont construire, en fait, le contenu de la plateforme. Bon, ils vont dire, moi, monsieur tel, madame tel, j'ai fait telle université de telle année à telle année et j'ai fait telle spécialité, etc. Bon, donc il y aura des milliers, de personnes, dans toute la plateforme. C'est ce qui permet à l'université, au ministère, puisque ça va être national, de faire des statistiques sur les spécialités qui se trouvent dans le contenu des plateformes. Et à partir de ces statistiques, justement, elle va dire, attention, peut-être que telle spécialité n'est pas aussi demandée qu'on le pensait, puisqu'elle ne figure pas. Sur la base de témoignages d'anciens étudiants. Absolument. C'est sur la base de témoignages, justement, de ces éléments qui se retrouvent répartis un peu à travers le monde, pas uniquement en Algérie. Ce sont des Algériens, bien entendu, qui... Oui. Mais on parle de spécialité algérienne, évidemment. C'est-à-dire ceux qui ont fait l'université algérienne. Ouais. Et c'est là où intervient, lorsque j'ai une bonne connaissance de mes spécialités, je peux intervenir sur un certain nombre de leviers. Parmi ces leviers, c'est celui de réduire le chômage, puisque je vais peut-être orienter telle spécialité vers vers une autre orientation. Alors, plateforme numéro 2, elle est dédiée au suivi des projets, avec une partie pour l'information au public, qu'est-ce qu'une start-up, qu'est-ce qu'un spin-off, et une partie sécurisée contenant les projets réalisés ou en cours de réalisation dans les incubateurs d'université. Et quels sont les objectifs concrets qu'on souhaite atteindre à travers cette plateforme précisément ? Oui, comme toute plateforme, elle est destinée en partie. Dans sa première partie, justement, à une information du public. Il faut l'informer. Qu'est-ce que c'est qu'une start-up ? Qu'est-ce que c'est qu'une spin-off ? Etc. Ce sont des éléments importants, surtout lorsqu'elles viennent justement du milieu pour qui il est destiné. Il est destiné justement à créer tous les éléments favorables pour la création de start-up, de spin-off, etc. Start-up, on sait ce que c'est. Spin-off, ce sont des entreprises, des bureaux d'études, et aussi des filiales qui sont créées par les enseignants. Oui. Donc, à partir en plus de ces informations d'ordre général, il y aura une partie sécurisée destinée à faire comprendre et à diffuser l'information ciblée, bien entendu, sur ce que sur ce qui se réalise au niveau des incubateurs d'université. C'est-à-dire les start-up, les thèmes abordés, etc. Chose qui ne peut pas être mis sur la place du grand public. Il faut absolument qu'elle soit sécurisée, puisque ça concerne un public bien déterminé. Ce sont les entreprises, les futurs peut-être pourvoyeurs de fonds, etc., etc. Donc c'est une information dirigée à un public
précis, ciblé plutôt. Oui, il y a une partie générale. La partie sécurisée. Voilà, oui, la partie sécurisée, elle est, c'est-à-dire que l'étudiant, il ouvre un compte, le pourvoyeur de fonds, l'entreprise, elle ouvre aussi un compte. Il pourra avoir accès à ces informations. À tout cela. Alors, plateforme numéro 4, évaluation des chercheurs, dédiée donc à la promotion des chercheurs des centres nationaux de recherche. Elle sert au dépôt, étude du dossier, du candidat. La réponse aussi lui sera signifiée à travers cette plateforme. Est-ce que là, l'intérêt principal est de gommer toute forme d'opacité qui pourrait entourer ce type de promotion? C'est le souci principal? Oui, le souci principal, ça revient aussi justement au rôle social d'une plateforme, le rôle social qu'elle tient, là, dans la mesure où elle participe à l'apaisement du citoyen. Et l'apaisement, justement, c'est un facteur très important, dans la stabilité de l'élément dans son écosystème. C'est un paramètre, c'est un facteur très important. L'apaisement par rapport à quoi? Par rapport justement à son vis-à-vis, le citoyen, à son vis-à-vis, c'est-à-dire l'administration. Lorsque l'administration, elle lui offre des services qui naguère étaient impensables, et en plus, elle lui offre ses services en tout lieu et en tout temps. Donc, le citoyen, il y a le gain de temps, c'est ça dont vous parlez? Oui, en fait, tout ce qui va avec, mais c'est surtout l'apaisement qu'il a, la sérénité qu'il peut avoir vis-à-vis de l'administration. C'est la lutte anti-bureaucratie. Alors, il y a des plateformes dédiées au fonctionnement interne, comme pour les appels à candidature ou le suivi du patrimoine sectoriel. Est-ce qu'il y a l'ambition d'introduire, donc, finalement, plus de plateformes numériques dans la gestion des opérations pédagogiques et administratives? Oui, bien entendu. Peut-être pour revenir sur la plateforme des chercheurs, en fait, c'est une plateforme qui concerne les chercheurs et non pas les enseignants-chercheurs. La différence entre les deux, les enseignants-chercheurs, ils sont au niveau de l'université, que les chercheurs, ils sont au niveau des centres de recherche. Oui. Donc, il n'y aura pas de... parce que le chercheur, il va s'adresser directement à la commission d'évaluation. Sans passer par son administration, par son supérieur hiérarchique, etc. Voilà, ça c'est pour. Maintenant, pour revenir à la plateforme sur la pédagogie, c'est-à-dire tout ce qui concourt au succès de l'étudiant, nous le prenons en compte par justement la construction de plateformes. La question était plus sur finalement la gestion, la gestion des opérations pédagogiques et administratives de tout le secteur. Est-ce qu'il y a cette ambition de tout numériser finalement? Oui. Dans le SDN, justement, le schéma directeur du numérique, il est construit pour 2024 et on commence à avoir quand même un certain nombre de résultats, ne serait-ce que ces 8 plus les 3-4 autres qui l'ont précédé, les plateformes, et en plus les opérations qui se déroulent au niveau des universités, avec des difficultés, certes, mais nous sommes derrière pour aplanir justement ces difficultés et que donc le système lui-même, c'est quoi les schéma. Difficultés en l'occurrence? La difficulté, c'est elle est partagée. Peut-être que le consensus que nous devons avoir n'a pas été obtenu tout à fait. Le consensus autour de quoi précisément? Le consensus au niveau du travail que nous voulons réaliser. C'est parce que pour toute réforme, pour tout projet en général, pas uniquement un projet de réforme, il y a une série de consensus. Il faut avoir trois consensus. Il faut passer par plutôt une période constituée de 3 consensus. Il faut avoir le consensus du diagnostic. Peut-être que lorsque nous nous adressons à l'université, ils nous diront mais vous n'avez pas fait le diagnostic. Que par conséquent, là, le projet d'emblée, il est altéré, quelque peu, puisque nous n'avons pas eu ce consensus autour du diagnostic. Du diagnostic. Le deuxième consensus, même si on a celui des diagnostics, c'est de se mettre d'accord justement sur la méthode de travail.
si on n'arrive pas justement à se mettre aussi sur la méthode de travail, ça va être très difficile d'avoir justement l'adhésion de tout le monde. C'est parce que les gens, ils vont nous dire aussi, mais d'accord, mais ce que vous avez programmé, c'est avec quelle méthode, avec quelles ressources humaines, est-ce que nous sommes concernés ou pas, etc. Donc c'est un ensemble de consensus qu'il faut avoir pour justement que le projet réussisse. Peut-être que de notre côté, nous n'avons pas encore eu suffisamment justement ces consensus. Et de l'autre côté, et là on ne peut pas l'éviter, même si on a l'ensemble des consensus, c'est qu'il y a de la résistance au changement. Ça c'est naturel. On va y revenir sur justement les questions sur les préparatifs pour les prochaines assises nationales. C'est là où ce que vous dites aura plus de sens, en tout cas par rapport aux réticences qui sont observées, ou résistances plutôt. On va terminer sur les plateformes, celle de l'étudiant international, l'étudiant étranger a à sa disposition toute information utile concernant son inscription dans un établissement algérien, dépôt du dossier, etc., études, réponse aux candidats. Alors, à travers cette plateforme, il y a finalement l'ambition d'attirer plus d'étudiants étrangers. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés? Oui, enfin, chiffrés, c'est atteindre les 10 000. Attirer pour cette année une dizaine de milliers, 10 000, 10 000 étudiants étrangers. Nous en avons combien actuellement? Oui, on est dans l'ordre de 5 000. Hein. Donc l'ambition est de doubler. Voilà, c'est de doubler nos capacités. Nos capacités, nous les avons, bien entendu, mais c'est de doubler le contenu justement de cette capacité, si je peux m'exprimer ainsi. C'est qu'actuellement, l'étudiant étranger, lorsqu'il veut venir en Algérie, c'est un peu difficile pour lui, puisqu'il n'a pas l'information directe. Il faudrait qu'il s'adresse au consulat algérien, justement, installé à l'étranger. Et là aussi, vous voulez un peu lever cette barrière Voilà, cette barrière, et lui faciliter la tâche, et avoir donc dans son téléphone portable toute l'information qu'il souhaite avoir pour en quoi s'inscrire. C'est plus intéressant pour nous d'avoir plus d'étudiants étrangers dans nos universités? Oui, puisque c'est un élément de visibilité de l'établissement universitaire. Plus on est ouvert à l'international, et mieux on est visible. Alors 10 000, ce serait un chiffre raisonnable, mais certainement pas suffisant pour avoir cette visibilité à l'étranger. Pardon 10 000, je veux dire, c'est pas un chiffre encore qui nous permet d'atteindre cette visibilité. Oui, mais aussi, c'est parce que c'est pas évident aussi, d'avoir doubler directement la capacité. Il faut aller gratuitement, mais nous avons le temps. Nous avons le temps, pour le SDN, nous avons encore 2 années. En plus, la plateforme, elle va continuer avec nous ou sans nous, de toutes les manières. Disons que sur les 5 années, on sera nettement plus visible que maintenant. Très bien. On arrive donc à ces assises et le travail préparatoire de ces assises nationales du secteur qui devrait durer plus d'1 an. Et c'est là où je vous disais que vous parliez de résistance et de consensus. De consensus qui doit être obtenu. Donc c'est pour cela que cela va durer plusieurs mois, 1 an précisément. Ce sera en février 2024, c'est bien ça? Ah oui, nous avons commencé le travail au mois de novembre-décembre écoulé, le 2022. Nous sommes au mois de mars, c'est à peu près 4-5 mois. Et nous avons fait une première étape vers l'ensemble des universités. Nous avons visité toutes les universités d'Algérie en un temps record. On a récolté un certain nombre d'éléments. D'informations. Oui, d'éléments d'information, mais qui malgré tout demeurent insuffisantes. L'équipe chargée de la collation et de l'étude de ces informations a jugé que c'est encore insuffisant, dans la mesure où tout le monde n'a pas participé. Puisqu'on entend encore, ça a été sur 2 semaines, 2 semaines, faire l'ensemble des établissements. Mais ça n'a pas été inutile, puisque ça nous a permis quand même de jauger la profondeur des difficultés qui nous attendent. Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner un aperçu? Bien sûr que vous ne pourrez pas vous étaler sur l'ensemble des problèmes qui rongent aujourd'hui l'université algérienne, mais globalement, le diagnostic, est-ce qu'il est
mauvais aujourd'hui? Est-ce qu'il est plus ou moins positif? Non, mais les gens que nous avons rencontrés, surtout un certain nombre d'enseignants, enfin, comme je vous l'avais dit, ce ne sont pas l'ensemble des enseignants et des étudiants qui ont participé. Donc, mais qu'est-ce qu'il en ressort? Voilà. Mais bon, c'est qu'il y a une volonté extraordinaire de ce que nous avons rencontré d'aller justement vers la réforme et les changements. Ça, on n'a pas vu quelqu'un justement qui soit contre. Enfin, parmi les personnes que nous avons rencontrées. Oui. Mais nous, bien entendu, nous avons nos idées là-dessus, puisque nous sommes universitaires et on connaît. On a contacté d'autres enseignants, etc. Pour avoir le pour et le contre. Oui. Et donc, tout le monde est pour les réformes. L'ensemble des établissements, enfin des chefs d'établissement, sont pour les réformes. Ça, c'est un acquis. Mais peut-être à juste avec titre, un grand R aussi, M. Hazla, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, c'est-à-dire d'aller vers la profondeur. Oui, mais les résistances les résistances, elles sont dirigées contre quoi précisément? Est-ce que vous avez des éléments sur ça? Non, mais la résistance, c'est pas, qui ne sont pas dirigés vers la réforme elle-même, oui, mais qui sont dirigés surtout vers eux-mêmes. C'est-à-dire, vers les auteurs justement, qui font qu'il y ait de la résistance au changement, parce que ils n'ont pas cette possibilité ou bien peut-être cette force d'aller vers l'autre. Ils se réfugient justement vers eux-mêmes. Oui. Ils disent non, il y a un changement, je ne veux pas connaître. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu, je ne veux pas y aller. Ils se recroquevillent justement sur eux-mêmes et ils ne bougent pas. Donc, c'est contre eux-mêmes, en fait. Est-ce que cette résistance, elle ne viendrait pas aussi peut-être d'un chevauchement de plans stratégiques dans ce secteur de l'enseignement supérieur? Le ministre déclare que son secteur allait prendre en charge justement le plan d'action du gouvernement jusqu'à 100% dans l'année qui suit, avec donc tous les objectifs du plan d'action du gouvernement. Il y a la mise en œuvre des procédures définies dans le cadre du plan du secteur lui-même. Il y a ce plan stratégique sur la numérisation, un plan stratégique sur l'intelligence. Ça fait peut-être un peu beaucoup d'informations à la fois, des plans qui se chevauchent comme ça, non? Oui, mais ça dépend. Enfin, là aussi... Beaucoup peut-être pour certains c'est peu. Oui. Ça dépend dans quel référentiel on se place. Oui. Mais nous, comme je l'avais dit, nous avons quand même beaucoup d'habitude dans la gestion universitaire. Oui. Avec Monsieur le ministre en tête, oui, qui a quand même capitalisé énormément d'expérience dans le domaine, oui, avec toute l'équipe qui très fidèle d'ailleurs, qui est à ses côtés. J'espère justement qu'elle va tenir le coup, puisque quand même la charge... Mais est-ce qu'il n'y a pas un souci de vulgarisation en direction des acteurs, de la population universitaire tout simplement, de tous ces plans stratégiques pour mieux les faire adhérer tout simplement? Oui, en fait, c'est qu'on va commencer par exemple pour la maison de l'intelligence artificielle. Oui. C'est qu'il y a un plan qui vient d'être soumis à Monsieur le ministre de vulgarisation qui s'inscrit dans le cadre du plan sectoriel de l'intelligence, algérien plutôt du plan algérien du développement de l'intelligence artificielle. On va y revenir. D'ailleurs, pourquoi vous avez précisé que c'était un plan algérien? On va y revenir. C'est un plan qui émane du ministère de l'enseignement supérieur, oui, il est forcément algérien. Oui, mais qui a été, puisque ça a été conçu en 2020. En 2020, si mes informations sont exactes, c'est que il a été fait par la DGRST, c'est-à-dire la Direction générale de la recherche scientifique, qui a quand même une ossature nationale. Mais qui dépend bien entendu du ministère de l'Enseignement supérieur. Oui. Et algérien, il me semble que ce travail, à l'époque, ça a été demandé par le gouvernement. Est-ce qu'il a été adapté aux caractéristiques de la société informatique, de la société de l'information, j'ai envie de dire, algérienne, qui n'est pas encore tout à fait développée? Oui, mais c'est un plan de développement.
C'est un plan de développement et en tant que tel, il va, dans son contenu, tenir compte de l'ensemble des difficultés qui se dessineraient. Oui. Absolument. Alors, on reste encore sur la réforme du secteur. Elle va concerner 4 principaux axes: les domaines de formation, la durée de la formation aussi, la création de réseaux thématiques pour rassembler les capacités pédagogiques et logistiques, ainsi que la double licence. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Donc, il y a cette logique de réformer tout le secteur. C'est quelque chose qui va se faire. Vous avez parlé de résistance, vous avez parlé de difficultés. Quels sont nos atouts aujourd'hui pour y parvenir? Ah oui, enfin, nos atouts, en Algérie, ce n'est pas uniquement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est l'élément humain. Nous avons justement les ressources humaines pour y aller. Certes, elle nécessite, dans sa grande partie, une formation pour affronter justement les difficultés qui s'y présenteraient. Oui. Mais nous avons justement l'élément humain, et ça c'est très important. Mais maintenant, lorsque nous avons l'élément humain qui est plutôt partant, volontaire pour y aller ou... Oui, mais là, c'est un problème de consensus. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Non, mais globalement. Si nous faisons parfaitement notre travail, c'est que les gens vont adhérer. Oui. Il y aura tout le temps, bien entendu. Alors, justement, le temps, c'est... Ah oui, enfin, le temps, c'est que... c'est évalué sur combien de Ah oui, nous avons une feuille de route. Enfin, pour tout ce qui est numérique et le travail qui est en train de se faire, c'est d'ici fin 2024. Donc il nous reste quand même 2 années. 2 années et nous commencerons à voir un petit peu les résultats. Ah non, mais j'espère qu'on va, qu'on verra quand même pas mal de choses. Hein. Pas mal Comme de quoi, choses. par exemple? Ah oui, on vous réinvitera, M. Hamzallah. On vous repassera l'extrait de cette émission. Si Dieu nous prêtera vie d'ici là. Oui. Inch'Allah. Alors, par exemple, donnez-nous 2 ou 3 objectifs comme ça. Un objectif, c'est la numérisation. Et ça, c'est très important. Non, mais la numérisation, un taux précis qui sera atteint d'ici là. Oui, moi j'ai toujours dit justement que lorsque j'ai devant moi un projet, il y a 25% que je laisse de côté. Donc, si j'atteins 75% de ce que je veux obtenir, c'est parfait. Parce qu'avoir 100%, c'est impossible. Dans la majeure partie des cas. Voilà. L'intelligence artificielle et ce plan de vulgarisation. Donc, là aussi, il y a la mise en place d'un plan stratégique, on le disait, algérien, de la recherche et de l'innovation sur l'année. Qu'est-ce qu'il va contenir concrètement? Oui, c'est un ensemble de chapitres. Parmi justement ces chapitres, parmi ces chapitres, c'est l'enseignement de l'intelligence artificielle qu'il faut la répartir, puisqu'elle était quand même, la contenait vers un certain nombre dans un certain nombre d'universités, surtout dans les grandes villes. Maintenant, il faut la répartir. Voilà, mais pas la répartir pour la répartir, mais il faut la répartir selon les possibilités, bien entendu, de l'établissement. Si on veut ouvrir l'intelligence artificielle à Al-Oued ou bien à Ouargla, il faut que ces 2 établissements puissent disposer des éléments, de ressources humaines, matérielles. Mais, le ministre parle de l'ouverture donc de la maison de l'intelligence artificielle, d'abord à Alger, qui sera inaugurée, mais dans tous les centres universitaires du pays. Oui, mais pour la maison de l'intelligence artificielle, c'est autre chose. En fait, c'est un chapitre parmi le plan stratégique. Et la maison de l'intelligence artificielle, c'est un espace public d'accès très facile pour le public, et il est préférable qu'il ne soit pas situé à l'intérieur de l'université. Alors oui, la réflexion a évolué finalement. Ah oui, et c'est la raison pour laquelle, justement, que nous venons d'ouvrir la première maison d'intelligence artificielle au niveau de la rue du Douche-Mourad à Alger, et d'autres suivront vers le Grand Sud. Pour la précision, c'est un peu une maison de jeunes 2.0, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. Mais de toute manière, nous comptons, dans le plan qui a été, dans le plan de vulgarisation qui est inscrit dans le plan, vous l'aviez dit, la stratégie. Le plan stratégique, c'est que on va intégrer avec nous justement le ministère de la Jeunesse et des Sports pour qu'ils mettent à notre disposition les maisons de jeunes qui seront converties, en partie,
vers la vulgarisation de l'intelligence artificielle. Très bien. Monsieur Halzallah Abdelkarim, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci de répondre à chaque fois à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Canal. Excellente suite des programmes. Au revoir.